Il est économiste, il est également analyste politique. Bonsoir, monsieur Sawadogo, et merci d'être là. Bonsoir, c'est un plaisir. La Côte d'Ivoire qui retient toutes les attentions. Le Conseil constitutionnel, sur 44 candidatures, a validé que 4. Et celles de Guillaume Soro et de Laurent Gbagbo ont été rejetées. Est-ce que cela vous surprend? Malheureusement, non. Il fallait s'y attendre. Dans les cas que vous venez de citer, en l'occurrence le cas Soro et le cas Gbagbo, étaient somme toute prévisibles, étant entendu que les deux ne figurent même pas sur les listes électorales. Donc ça aurait été une prouesse que de les voir participer à aux élections présidentielles. Donc il fallait en tout état de cause s'attendre à l'invalidation de ces deux candidatures. Il y avait aussi, en ce qui concerne les autres candidats qui n'ont pas été validés, il y avait des candidats qui n'étaient pas des moindres. Il y a le candidat Touakeus, Albert Mabry Touakeus. Il y a également Mamadou Koulibaly, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Donc, somme toute, la décision, elle est à la fois surprenante, mais elle ne surprend pas pour toute personne qui suit de près la situation politique en Côte d'Ivoire. Est-ce que quelque part, ce n'est pas le président Ouattara qui a décidé de choisir ses adversaires? Oui, mais je pense qu'il faut aller au-delà de cette lecture. Je pense que pour comprendre ce qui se passe en Côte d'Ivoire, il faut essayer de faire un peu d'histoire. Parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire n'est malheureusement pas inédit, ce n'est pas nouveau. On a une répétition à l'ivoirienne de quelque chose que tous les Ivoiriens connaissent. Qu'ils vous souviennent, en 2000 déjà, il y a le président de la Cour suprême à l'époque, Tiakone, qui avait invalidé la candidature de Ouattara et de Bédié. En 2010, il y a le président du Conseil constitutionnel, le professeur Paul Yao Ndré, qui, en violation de l'article 4 du Code électoral, avait proclamé la réélection du président Gbagbo. Donc, au-delà de ce qui se passe, est-ce que c'est un choix de Ouattara? Je pense qu'il faut interroger les pratiques des cours constitutionnels en Côte d'Ivoire. Parce que les décisions des cours constitutionnels en Côte d'Ivoire sont nourricières de violence. Parce que après avoir invalidé la candidature de Ouattara et de Bédié en 2000, l'ex-président de la Cour suprême, Tiakone, est revenu après pour dire que l'article 35 de la Constitution qui avait invalidé la candidature de Ouattara était absurde et inique. Le professeur Paul Yao Ndré, après avoir investi Laurent Gbagbo comme président de la République en 2010, reviendra plus tard pour dire qu'il était possédé, et je parle sans ironie, qu'il était possédé par Satan. Donc nous avons, depuis 2000, l'histoire des décisions de la Cour suprême devenue Conseil constitutionnel pose problème à la Côte d'Ivoire. Donc il faut d'abord interroger les décisions de cette Cour-là qui posent problème. Alors, est-ce que, en reparlant de ce président qui a fait son mea culpa, est-ce qu'on n'est pas en train de confirmer un peu un certain attentisme du peuple ivoirien qui subit les soubresauts des politiques? Et autrement, est-ce que le peuple n'est pas victime des ethnicistes ou des régionalistes un peu? Oui, d'évidence, la Côte d'Ivoire ne fait pas exception quant au recours facile par certains hommes politiques des questions identitaires et régionalistes. Ces questions-là, on les retrouve un peu partout, malheureusement sur le continent africain. Donc, de ce point de vue, la Côte d'Ivoire ne fait pas exception. Mais ce qui se passe en Côte d'Ivoire, je pense que si on veut avoir une chance de comprendre ce qui se passe, je pense encore une fois, il faut poser la question autrement. Il faut un effort de réflexion
si on veut vraiment comprendre ce qui se joue en Côte d'Ivoire. Parce que ce qui se joue en Côte d'Ivoire pourra se retrouver dans certains pays. En fait, le problème de la Côte d'Ivoire, au-delà des questions régionalistes, des questions tribales, c'est un déficit de fondation de l'État. C'est ça, c'est le vrai problème. Si on veut parler des causes et non des symptômes, le problème de la Côte d'Ivoire, comme la plupart des pays africains, est un problème de refondation de l'État. Pourquoi ce problème se pose en ces termes? Alors, la question n'était pas gratuite. Pourquoi j'invoque l'attentisme du peuple? À chaque fois qu'il y a un rendez-vous de consultation, on retombe dans les mêmes travers. Autrement, est-ce que ce n'est pas un peuple qui ne s'intéresse pas ou qui ne s'engage pas pour son propre devenir, au point de laisser sa propre vie entre les mains de ces politiques qui ne sont là que pour leurs propres intérêts, par ailleurs? Oui, je comprends votre question, mais comme je vous ai dit, si on veut comprendre totalement ce qui se joue, il faut poser la question autrement. Tout à l'heure, en introduction, je vous avais parlé des décisions du Conseil constitutionnel. En fait, le problème de l'attitude des peuples, pour moi, c'est un épiphénomène. C'est un problème en surface, d'un problème qui est lui-même plus profond. Parce que c'est la construction de l'État. Tant qu'on ne construira pas un État fort... Est-ce que ce n'est pas le peuple qui doit lui-même construire son État? Oui, mais cela, c'est ne pas tenir compte de l'histoire. Voilà la pertinence du mot qui parle d'attentiste. Oui, ou d'attentisme. Je suis d'accord, je comprends votre point de vue, mais c'est encore une fois ne pas faire suffisamment cas de l'histoire. Pour moi, la plus grande conséquence de la colonisation, c'est d'avoir créé des États. Tous les États africains sont tributaires de la colonisation, contrairement à d'autres espaces géographiques où des peuples se sont battus pour fonder des États. Nous avons hérité d'une donnée. Donc ce qui fait qu'à aucun moment, on n'a pas posé suffisamment la question de la refonte de l'État. Parce qu'il y a des choses qui se passent qui sont liées au fait qu'en réalité, c'est un déficit d'État. Il n'y a pas d'État en réalité. Si on pose la question et qu'on fait fi de la question de la fondation de l'État, on va s'attaquer au symptôme. Ça, c'est un constat. Ça, c'est un constat. Oui. Mais je veux dire, qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'on puisse aspirer à un renversement? Moi, je parle de la prise en charge du peuple ivoirien. Oui, mais pour répondre directement à votre question, je dirais que le peuple ivoirien peut être qualifié de tout sauf attentiste. Parce que, qu'il vous souvient... À vous entendre, on va encore s'enliser. Ouattara s'entête à aller à cette présidentielle et on ignore les conséquences qui vont survenir après. Oui, on a déjà vu un prélude de ce qui pourrait arriver. Lorsque Ouattara a décidé de revenir sur sa parole en briguant un troisième mandat, rien que cette décision a occasionné une vingtaine de morts. Mais c'est le peuple ivoirien qui est descendu dans la rue. Donc on ne peut pas qualifier ce peuple-là d'attentiste. Non. Mais seulement les voix de revendication de ce peuple-là sont violentes. C'est ça le problème. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la candidature de Ouattara peut être considérée comme un cas de force majeure? Non, parce que... il a perdu son dauphin. Il dit qu'aujourd'hui, il faut qu'il reste au pouvoir pour que l'ordre puisse être maintenu. Oui, mais je sais que vous allez partager le même avis que moi, que la Côte d'Ivoire a existé bien avant Ouattara. Mais bien avant Ouattara. Et la Côte d'Ivoire existera bien après Ouattara. Donc, l'argument de force majeure, pour moi, non seulement n'est pas crédible, mais elle est offensante. C'est un argument offensant pour les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire est un pays... Et qui ne l'ont pas suffisamment manifesté, cette insulte. Si. Suffisamment, ou bien c'est dans l'ordre normal des choses, où il va falloir... Qu'est-ce que vous voulez de plus lorsque des populations sont descendues dans la rue pour contester le troisième mandat de Ouattara? Alors là, c'est pour juger le degré d'engagement, puisqu'on a d'autres exemples ailleurs, dans d'autres continents ou dans d'autres sphères, c'est vrai. Oui. Mais les manifestations sont récurrentes et continues. Elles sont permanentes. Il y a une pression populaire qui ne s'arrête pas du tout. Or,
Si c'est par intermittence, ça peut laisser le souffle au président ou la personne concernée pour se redéployer et en fin de compte que cela s'estompe un peu. Oui, mais c'est un jeu politique. Hein. En réalité, c'est un rapport de force. Ouattara ne pliera pas tant qu'on ne lui fera pas toucher du genou à terre. Quelles sont ces chances maintenant Oui. qu'on puisse faire reculer Ouattara? Est-ce qu'il y a des chances aujourd'hui que Ouattara recule? Oui, Ouattara peut reculer si on exerce suffisamment une grande pression sur lui. Qui pour exercer cette pression? Il y a la communauté internationale, il y a ses pairs de la CEDEAO. C'est pas la CEDEAO qui va... Je vais peut-être, si vous me permettez, peut-être revenir sur la CEDEAO, mais il y a la pression populaire. Il faut une mobilisation populaire pour faire partie Ouattara. Mais je vous dis que cela, c'est très facile à dire lorsqu'on est sur le plateau d'une émission, parce que cela, on le paye au prix de sa vie. C'est ça le problème. Dans certains pays, quand vous descendez dans la rue, je pense qu'il faut vous accompagner d'un linceul. Et la Côte d'Ivoire... Sauf qu'il fait également dans la menace quand il dit qu'il ne va pas tolérer de violence ou de désordre dans la rue. Ceux qui s'y opposeront le trouveront sur leur chemin. Sur son chemin. Voilà. Donc, quand on a en face de soi un président qui recourt à ces méthodes-là pour maintenir l'ordre public, vous vous rendez compte que ce n'est pas facile. Soit on va à un affrontement généralisé, Ouattara a interdit même les manifestations, les marches, qui étaient un droit constitutionnel. Il a interdit les marches jusqu'au 15 septembre. Donc, il est prêt à en découdre. Maintenant, est-ce que face à cette attitude-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Les Ivoiriens vont se laisser faire. Voilà. Et je pense que les Ivoiriens nous ont habitués à aller au combat. Et on ne le souhaite pas, mais je pense que Ouattara ne reculera pas. Il est suffisamment avancé pour faire marche arrière. Alors, vous parliez tout à l'heure de la CEDEAO. Oui. Qu'attendez-vous de cette organisation-là? Malheureusement, pas grand-chose. Hein. C'est un club d'amis. Comme beaucoup l'ont dit, tant qu'on n'aura pas une CEDEAO des peuples, vous avez vu les errements de la CEDEAO au Mali. Je pense que la CEDEAO a perdu le peu de crédibilité qui lui restait au Mali. Je ne pense pas que convoquer même la CEDEAO aujourd'hui a une propriété de vous rendre incrédible, parce que la CEDEAO ne jouit plus d'aucune crédibilité. Parce que ça tombe sous le sens que la CEDEAO ne défend pas les intérêts des peuples, mais plutôt les intérêts des chefs d'État. Donc dans ce contexte-là, que espérer de cette CEDEAO-là dans la situation ivoirienne? Parce que j'imagine que Ouattara avait dit en son temps qu'il s'était donné un temps de réflexion. J'imagine qu'il a dû contacter certains de ses pairs de la CEDEAO avant la mort de son dauphin, mais surtout après la mort de son dauphin, il a eu encore un temps de réflexion avant de décider. Je me demande qu'est-ce qu'a bien pu lui dire les chefs d'État. Est-ce que ce n'est pas simplement une parade? On ne peut pas changer une décision aussi importante que l'engagement dans une présidentielle dans un laps de temps. Est-ce que ce n'est pas simplement une parade? C'était prémédité, c'était dans le pipeline, comme on dit. Oui, il y a des éléments qui permettent de penser que tout cela n'était pas improvisé. Parce que quand vous regardez l'enchaînement des événements, on a du mal à penser que Ouattara n'a pas prévu cette éventualité-là. C'est un homme politique et il faut lui reconnaître une certaine forme d'intelligence. Il est très intelligent parce qu'en s'aménageant... Mais pas plus que les Ivoiriens. Oui, mais je viens, mais ça dépendra. C'est le plus intelligent. Oui, mais pour le moment, je pense que... C'est le plus fort, c'est le plus puissant, mais pas le plus intelligent. Non, il est intelligent, parce que je veux vous faire... Je ne dis pas qu'il ne soit pas intelligent, mais je dis qu'il est le plus fort actuellement, mais pas le plus intelligent. Oui, parce que bon, il est au pouvoir. Voilà. La force et l'intelligence, il y a une différence. Non, il est intelligent, je veux, si vous me laissez... Est-ce que l'intelligence, c'est justement... continuer, est-ce que certaines attitudes confèrent à une personne une intelligence? Mais si vous me laissez peut-être continuer, vous allez voir qu'il n'est pas forcément dépourvu de certaines qualités. Il est intelligent, il est stratège. Parce que Ouattara, en s'aménageant du point de vue de la Constitution, la possibilité même d'être candidat, c'est déjà une forme d'intelligence.
Et ses adversaires, ceux qui aujourd'hui qui se proclament ses adversaires, n'ont pas vu le lièvre. Parce que le montage, il est tellement grossier qu'on a du mal à penser que l'opposition ivoirienne a laissé passer cela. Je vais vous couper. Oui. Tous les juristes ivoiriens qui ne sont pas d'obédience étatique n'ont pas vu les manœuvres ou les anticipations de Ouattara. Et tout à l'heure, je vous ai fait l'histoire... C'est une denrée rare, alors, l'intelligence. Je vous ai fait l'histoire des décisions des conseils constitutionnels en Côte d'Ivoire qui ont été nourricières de violence ces dernières années. Mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'au-delà de la Côte d'Ivoire, prenons même le cas du Sénégal, qu'il vous souvient qu'en 2012, quand Wade a voulu faire son 3e mandat, lorsqu'il a requis l'avis des constitutionnalistes, il y a eu 9 avis défavorables sur 10. Le 10e a exercé son droit de réserve. Mais Wade est parti aux élections. Au Mali, qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres? C'est une décision du Conseil constitutionnel d'attribuer les sièges au parti du président Ibeka. Ce sont les 30 sièges à l'Assemblée. Voilà. Donc aujourd'hui, ce que cela pose, ça pose même un problème qui dépasse même la politique. Ça pose la question de savoir à quel titre aujourd'hui en Afrique le droit, et particulièrement le droit constitutionnel, peut être encore considéré comme une science. Parce que là, on rentre carrément dans la magie. On dit tout et son contraire. D'un côté, Ouattara peut être candidat, d'un autre côté, il ne peut pas être candidat. Donc, est-ce qu'on peut aujourd'hui... On ne parlait pas de réforme constitutionnelle. Ce qu'il disait, c'était que c'était un changement de la Constitution. Et qu'après ce changement-là, le Conseil constitutionnel, en tout cas, l'avis qu'il a formulé, c'est que Ouattara était à son 1er mandat et que celui qui va briguer, s'il arrive à gagner pour le 3e, ce sera son 2e mandat. Donc, cette interprétation-là, on l'a très souvent sur beaucoup de cas de figure. En Afrique, quelque part, le refus d'alternance se pose à chaque fois. Pourquoi cet autoritarisme-là en Afrique, chaque fois qu'on parle de présidentiel, qu'on en arrive à certaines situations? C'est ce que je vous ai dit dans mon propos liminaire, que la cause de tout cela, c'est que nous avons un déficit dans la construction de l'État. Parce que si on avait des États, parce que dans les caractéristiques de l'État moderne... Où la souveraineté populaire est une illusion entretenue. Pardon? La souveraineté populaire est finalement une illusion entretenue. Mais bien sûr. En fait, quand on parle de démocratie, quand on parle du pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple, cela s'exerce dans le cadre d'un État. C'est ça, en fait. Les hommes pensent que l'État est une donnée, mais l'État n'est pas une donnée en Afrique. L'État est une donnée coloniale. Mais nous n'avons pas pris le temps de refonder l'État. Donc tous les errements que nous avons, parce que l'une des propriétés de l'État moderne, c'est d'être institutionnalisé et impersonnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas confondre une personne avec la fonction qu'elle exerce. Contre la patrimonialisation du pouvoir. Mais aujourd'hui, en Afrique, on confond le pouvoir et son détenteur. Alors, Sawadoukou, une dernière question à Aram. Est-ce que la situation en Côte d'Ivoire peut influer sur les décisions de la CEDEAO qui, à l'instant, est en réunion extraordinaire au Ghana sur la question du Mali? Or, on comprend et on sait le poids économique, politique, financier de la Côte d'Ivoire dans l'institution. Oui, et on ne peut pas nier le poids de la Côte d'Ivoire en tant que pays moteur de l'UEMOA, mais également on ne peut pas aussi méconnaître le leadership de Ouattara. Dans la CEDEAO, je pense qu'il y a 2 présidents qui ont le leadership, c'est Ouattara et Macky Sall. Ils sont les plus écoutés, ils sont capables d'entraîner les autres. Donc on ne peut pas nier le fait que ce qui se passe en Côte d'Ivoire peut d'une manière ou d'une autre influer sur ce qui se passera au Mali. Parce que, comme je vous dis, la CEDEAO étant considérée à juste titre par certains comme un club de chefs d'État, on ne peut pas espérer que la CEDEAO prenne quelque chose en déphasage avec ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'aujourd'hui, la sortie de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples peut apporter un changement par rapport à la validation de la candidature ou non de Guillaume Soro? Parce qu'elle demande à la Côte d'Ivoire de surseoir au mandat d'arrêt contre ce dernier. Ah, mais ça, je pense que ce n'est plus de saison, cet arrêt de
Cour africaine cet arrêt n'est plus de saison, parce qu'on n'est plus à cette étape-là. Parce que Soro, non seulement la Côte d'Ivoire s'est retirée de la Cour africaine, mais la Côte d'Ivoire n'a pas exécuté l'arrêt de la Cour africaine. Donc c'est un désaveu c'est un désaveu de la Cour africaine. Donc je pense que la Cour africaine, peut-être cela peut requérir une autre émission, mais la Cour africaine aussi mérite qu'on s'interroge sur cette pratique, parce que le Bénin s'est retiré, la Côte d'Ivoire s'est retirée. Donc je ne pense pas que l'arrêt de la Cour africaine peut avoir la moindre incidence sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Parce que ce que la Cour africaine a voulu éviter vient de se passer. Soro, le mandat d'arrêt n'a pas été suspendu. Soro ne figure pas sur la liste électorale. Sa candidature a été invalidée. Donc, je pense que nous sommes à une autre étape du... En un mot, en réponse, la Côte d'Ivoire sera en guerre ou pas, si le cas se concrétise? Je suis pas... En un mot, oui ou non? Oui, en un mot... D'après vos analyses non, je pense que la Côte d'Ivoire connaîtra certainement des troubles, mais je ne pense pas que les conditions soient réunies pour une guerre. Parce qu'il faut tenir aussi compte du contexte de la région. Et aujourd'hui, pour faire une guerre en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas la configuration des années 2002. La Côte d'Ivoire aujourd'hui connaîtra certainement, parce que la candidature de Ouattara menace la paix civile et la stabilité du pays. C'est sûr que ce qu'il faut redouter, ce n'est pas l'invalidation des candidatures de Gbagbo et de Soro. Ce qu'il faut redouter, c'est l'issue des élections. Et l'armée dans tout ça, l'armée ivoirienne? L'armée ivoirienne... On s'en souvient, on a encore en mémoire le général Gueye. Oui, sauf qu'en Côte d'Ivoire, on a eu des rébellions. Parce qu'il faut aussi dire la vérité. En Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a expérimenté sa première rébellion en 1999. Et c'était lié effectivement au problème de Ouattara. Donc aujourd'hui, je ne vois pas dans la classe politique qui s'oppose à Ouattara, à part Soro. Et Soro, il est amoindri parce qu'il se trouve à l'extérieur. La seule personne qui peut mettre l'armée en mouvement en Côte d'Ivoire, dans le jeu politique actuellement en Côte d'Ivoire, c'est Soro. Et je ne pense pas que Soro dispose des leviers des années rébellion. Je pense que Soro, il est actuellement affaibli. Merci. Voilà. Merci beaucoup Salif Sawodogo, économiste et analyste politique. Merci également à Papis Diao et à vous qui nous suivez de partout. On se retrouve demain à la même heure sur nos